Bonjour à tous. Alors rapidement, donc oui, je travaille au Conservatoire botanique du Massif Central. Simplement, moi j'ai eu un petit problème quand je suis arrivé en Conservatoire botanique, c'est justement sur ces approches concours prairies fleuries. Voilà, je me suis dit qu'il y avait quand même un manque de lien entre les paysans et les experts. C'est, je critique personne, mais en gros, moi, la présentation que je vais un peu vous faire là maintenant, c'est d'essayer de voir comment j'ai essayé de construire en fait une histoire avec les paysans, pas juste raconter une histoire, les petites fleurs, c'est beau, c'est la biodiversité, mais c'est surtout se mettre dans un cadre que vous le savez tous, le pétrole c'est bientôt fini et que dans 10 ans, des exploitations à base de surface très intensive dans un cadre de dérèglement climatique, ça va coincer économiquement. On le sait tous. Alors pour l'instant, les pouvoirs publics réagissent pas trop, mais l'objectif, moi que je me suis donné, c'est d'aller travailler en fait avec ces paysans du Massif Central pour essayer de vraiment travailler en fait sur la pertinence de ces milieux naturels et surtout leur résilience par rapport et leur faible coût et leur résilience par rapport au dérèglement climatique. Rapidement, moi je parle beaucoup de milieux ouverts herbacés, parce qu'on parle ici beaucoup de prairies. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en écologie, on va parler de pelouse, de prairies. Et ces pelouses, ces prairies, elles peuvent être primaires, elles peuvent être secondaires en fonction de l'histoire. Et simplement, voilà, mettre un petit point en introduction, c'est ce que nous, on appelle aujourd'hui dans le jargon les milieux ouverts herbacés, qui correspond en fait à la définition du terme grassland en anglais, qui recouvre à la fois des milieux ouverts qui sont, on va dire, des milieux stépiques, donc qui sont liés à des conditions climatiques, on va dire, qui interdisent l'installation de la forêt. Mais dans ces milieux ouverts herbacés, on a aussi le cadre du coup des prairies européennes, qui elles sont des végétations herbacées, mais qui se sont mis en place du fait de l'élevage et des pratiques traditionnelles pastorales et agricoles dans un territoire de forêt. Et du coup, je me suis rapidement rendu compte que dans les formations que je faisais aux éleveurs et aux éleveuses du Massif Central, rester dans un terme... Parle Il un faut que peu je me plus près, rapproche, je suis voilà. désolé. J'ai pas trop l'habitude des micros, mais donc du coup, c'était essayer de remettre en fait ce cadre très technique et scientifique qu'on pouvait avoir dans des structures comme les conservatoires botaniques ou à l'INRAE, de revenir en fait sur une approche vraiment, voilà, comment on pouvait raconter une histoire en fait pour capter en fait l'attention de ces groupes-là. Donc du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce on n'a pas non plus du temps. C'est normalement des présentations que je fais sur 2 heures, on va dire. Mais en tout cas, ce qui est important, et là, ça se met un peu en miroir avec la présentation précédente, c'est de raconter une histoire. C'est-à-dire que nos prairies, elles ne sont pas là par hasard, elles sont le fruit d'un travail des générations précédentes, mais aussi elles sont le fruit d'une évolution. Donc je passe très très vite sur cette frise, mais pour bien que vous compreniez, c'est que aujourd'hui, bah, vous le voyez très bien dans les Vosges du Nord, puisque moi en arrivant ce matin, je me suis dit, oulala, mais c'est très forestier ici, c'est qu'on est dans des territoires de forêt avec tous ces milieux ouverts qu'on a, qui sont tant appréciés par nos urbains qui rêvent encore en 2020 de résidence secondaire à la campagne. Et ben, c'est que ces milieux ouverts, ils sont liés à une activité agricole et que sans cette activité agricole, on serait dans un paysage 100% forestier. Et ce qui est intéressant aussi, alors je vais très très vite parce que j'ai pas le temps, mais c'est vraiment une introduction que je fais avec tous les groupes de paysans avec lesquels je travaille, c'est de faire en fait le lien entre la steppe à mammouth et les prairies à vaches. Et ça, c'est quand même une approche qui est intéressante parce qu'aujourd'hui, bon, vous avez tous, j'imagine, dans cette salle, une idée de ce qu'était une steppe à mammouth. Je ne vais pas vous en faire à dessin. Mais globalement, on a à la fin de l'âge glaciaire, finalement, un climat qui se réchauffe et on a des grands troupeaux d'herbivores. Il n'y a pas que les mammouths là-dedans, mais il y a de gros herbivores qui parcourent ces espaces. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'amélioration de la connaissance scientifique là-dedans, et notamment parce qu'on a analysé l'ADN environnemental des contenus d'estomac des grands herbivores de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en fait, ils consommaient la même chose que nos bovins. Et notamment, parce que historiquement, on se disait, bon, les steppes à mammouth, c'était des choses très graminéennes qui devaient ressembler à peu près aux steppes mongoles, avec des espèces qui n'ont rien à voir avec celles qu'on a aujourd'hui. Et en fait, il se trouve que les steppes, la fin de l'âge glaciaire en Europe, étaient constituées des mêmes espèces. Comme je dis toujours, hein, les espèces que vous avez dans vos prairies, elles ne sont pas apparues en un claquement de doigts. Ça fait des millions d'années qu'elles sont là, qu'elles sont en évolution avec l'environnement. Et donc aujourd'hui, il faut considérer que l'élevage, il a remplacé les grands troupeaux d'herbivores. Et là aussi, voilà, ça, en termes de discussion, quand je suis vraiment avec des groupes d'agriculteurs, notamment quand on travaille sur les montagnes du Massif Central, les Estives, aller voir comment se comporte un troupeau de salers ou d'aubrac dans un milieu boisé, et ben, de faire ce lien, c'est aussi une histoire à raconter qui est intéressante. Alors, il y a aujourd'hui des travaux, parce que tout ça c'est assez récent, et notamment on discute en fait en anglais ils appellent ça the paradox of forbs. Donc les forbs, c'est en gros les grandes dicotylédones à feuilles larges, et notamment
ce qui est marrant, c'est qu'on s'est rendu compte que historiquement, dans la steppe à mammouth, eh ben, finalement, ces grandes dicotylédones, elles étaient largement majoritaires dans ce que consommaient les grands herbivores de l'époque, mais qu'aujourd'hui, en fait, les pratiques beaucoup plus homogènes et la fréquence d'utilisation beaucoup plus forte de nos troupeaux de vaches fait qu'on est en train d'inverser la tendance, c'est-à-dire que historiquement, on a des surfaces, et on le voit très bien aujourd'hui en zone de montagne, une prairie de fauche traditionnelle dans le massif des Bauges ou dans le massif central, les choses qui sont à 1200 mètres d'altitude, où on a des pratiques qui sont relativement extensives parce que c'est loin des sièges d'exploitation, etc., on voit bien que la part des dicotylédones, elle est majeure. Et qu'en fait, ce qui s'est passé, là aussi, c'est comprendre cette évolution, c'est qu'on a finalement inversé et qu'aujourd'hui, on a remplacé des prairies qui, à la base, étaient des choses dominées par des dicotylédones à des choses qui sont dominées par les graminées. Et les graminées, en termes de biodiversité, c'est pas super, que ce soit au niveau génétique, au niveau fonctionnel. Je ne vais pas rentrer dans la qualité de ces végétations-là pour les animaux. Je pense qu'il y aura d'autres présentations là-dessus, sur leur teneur en antioxydants, etc. Mais en tout cas, c'est aussi une histoire que j'aime beaucoup raconter, ce lien finalement entre l'évolution de nos pratiques et les changements de composition floristique des prairies. Sachant que je vais y revenir plus tard, ces changements, ils ne sont pas forcément assumés, compris, et ça, je vais y revenir plus tard. En tout cas, quand on est une structure entre guillemets, de protection de l'environnement, ce qui est important de comprendre, c'est notamment le concept de patro-endémisme, et c'est de faire une séparation nette entre ce qu'on va appeler les végétations herbacées primaires et les milieux secondaires. D'autant plus que la recherche a montré, notamment dans les Carpates et dans les Alpes, qu'il y a un lien direct entre la diversité des milieux agropastoraux et l'ancienneté des installations. Si vous voulez, une estive qui est historiquement une estive depuis 2000 ans, si demain vous réouvrez une forêt pour faire une estive, voilà, il y a des espèces qui ont des capacités de dispersion tellement lentes que voilà, une végétation très complexe, elle a mis des siècles à se constituer. Et c'est aussi parce que c'est un héritage qui ne va pas se refaire tout seul qu'il faut le préserver absolument. Donc ces prairies, comme vous l'avez compris, elles sont un héritage culturel et patrimonial. Et c'est bien parce que cette histoire est intimement liée à l'histoire des paysans de nos pays qu'il faut un portage entre monde naturaliste et monde scientifique. Mais aujourd'hui, on l'a vu, je ne reviens pas là sur ces histoires d'arrivée des ammonitrates, etc., et de l'agrandissement des fermes, sans aucune critique. Moi, mon idée dans ce que je fais, c'est bien d'arriver sur un cadre objectif, technique avec les agriculteurs. C'est qu'on est en train de changer fondamentalement la constitution de nos prairies et qu'on a aujourd'hui peu de référentiels techniques. Donc on l'a vu, on va le voir aujourd'hui, les partenaires des Vosges ont lancé tout un tas d'études et on commence à avoir des billes pour vraiment travailler ça sur le fond. On a fait un travail équivalent sur le Massif central, mais pour autant, au jour d'aujourd'hui, quand vous allez voir un couple de paysans qui n'a pas forcément 50 ans, mais même des jeunes de 30 ans, quand vous voyez le niveau de compétences techniques qu'ils ont sur les prairies naturelles et ce qu'on apprend encore aujourd'hui dans les lycées agricoles, on a beaucoup de travail à faire et il va vraiment falloir qu'on passe la seconde pour mettre la prairie naturelle au centre du fonctionnement des exploitations de moyenne montagne. Rapidement, les petites cartes, c'est l'évolution des populations de pies grièches grises. Il y a un PNA en cours. Donc moi, je travaille dans ce cadre-là. Donc vous avez vite compris que c'est aujourd'hui plein d'espèces. On se dit, tiens, c'est des espèces de montagne. Mais non, en fait, la plupart des espèces ne sont pas forcément montagnardes. C'est juste que c'est les derniers endroits où il reste des paysages qui leur permettent de se maintenir. Voilà, on a acté en cette année 2021 la disparition totale de la pie grièche à poitrine rose du territoire français. Et si on ne veut pas que ça soit la même pour la pie grièche grise, l'enjeu de préservation des prairies avec des fleurs, parce qu'on le verra aussi plus tard, si on veut qu'il y ait des insectes, il faut qu'il y ait des fleurs, il faut accélérer. Un truc qu'il faut aussi que vous ayez en tête, ça c'est vraiment important, c'est ce qu'on appelle le Generalist Specialist Continuum, c'est de se dire qu'aujourd'hui les espèces spécialistes, nos petits azurés, nos petits insectes qui poussent sur les falaises littorales, qui sont on va dire des espèces spécialistes, on a à peu près réussi à les préserver. Les extrêmes généralistes, donc la pyrite du chou, elle s'en sort relativement bien, elle ne disparaîtra jamais. Par contre, aujourd'hui, ce qui se pète la gueule vraiment fort, c'est ce qu'on appelle les espèces moyennement généralistes, donc qui sont cette biodiversité ordinaire dans lequel rentrent parfaitement nos histoires de prairies fleuries. Donc je passe très très vite. C'est qu'aujourd'hui, voilà, comme je disais, on manque beaucoup de cadres techniques pour comprendre ce qui se passe. Et le conseil, quand on est avec des paysans, parce que moi j'accompagne des paysans qui sont très 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 techniques sur ce qu'ils font sur leur prairie, et ils ont beaucoup de questions pour lesquelles je n'ai aucune réponse aujourd'hui. Donc rapidement, nous les espèces indicatrices, je ne vais pas vous présenter ce tableau illisible, c'est juste pour vous présenter la démarche à un grand public, c'est de se dire, on fait des relevés dans des prairies.
Sur ces prairies, on note les caractéristiques, enfin les pratiques que font les agriculteurs, et on essaye de mettre en évidence des espèces qui peuvent indiquer les différents types de prairies. Donc du coup, on en arrive à des guides très très simplifiés où finalement, pour parler de biodiversité avec des éleveurs qui ont tellement beaucoup d'autres choses à gérer sur leur exploitation qu'ils ne vont pas se mettre à la botanique forcément tout de suite, mais avec un jeu très très simplifié d'espèces, on peut discuter vraiment des niveaux de biodiversité qu'on peut avoir en prairie. Donc là aussi, je passe vite, en tout cas, ça c'est des documents qui sont à disposition sur notre site internet, voilà. Donc en tout cas, nous c'est des petits visuels qu'on travaille dans nos journées de formation. Et enfin, pour aller vite, parce que je ne vais pas trop vous présenter les espèces les unes après les autres en disant celle-là elle indique ça, celle-là elle indique ça, parce que sinon il faut que j'y passe la journée. Mais en tout cas, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelque chose, ça a été montré dans les années 80, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'apophytisation, parce que dans la recherche, on aime bien toujours mettre des mots que personne ne comprend. C'est qu'aujourd'hui, une prairie, elle reçoit 6 à 7 fois plus d'azote en prairie que finalement il y a 50 ans. Que les dépôts d'azote atmosphérique, c'est énorme aujourd'hui, particulièrement vous qui êtes proche d'une région allemande que je ne connais pas, qu'on appelle la Ruhr, où a priori il y a beaucoup d'usines, et que du coup, je pense que sur les Vosges du Nord, vous êtes bien à 30 unités d'azote qui se déposent par hectare et par an sur des prairies. Nous, dans le Massif central, beaucoup moins, on est plutôt à 15. Alors c'est ce que je dis aux paysans du Massif central, on n'a pas de chance, il n'y a pas assez d'industrie dans le Massif central, sinon on pourrait tout de suite arrêter les engrais minéraux. Mais en tout cas, on se rend bien compte que voilà, on a déjà des dépôts qui sont conséquents et qui, à eux seuls, en fait, il y a plein d'études qui ont montré que même des pelouses primaires, notamment les Allemands qui ont montré que dans les gorges du Rhin, finalement, les pelouses primaires des falaises calcaires, elles sont en train d'évoluer très fortement du fait de ces dépôts d'azote atmosphérique. Donc en fait, globalement, aujourd'hui, tous les paysans peuvent faire énormément d'économies en diminuant la fertilisation. Faut-il encore en avoir conscience? Et je voulais rapidement terminer, en tout cas, sur quelque chose qui me paraît incroyable quand je discute avec à la fois les conseillers fourrage du Massif central avec lesquels je travaille et à la fois avec les paysans. Et encore une fois, ceux avec lesquels je travaille, c'est des gens qui se posent beaucoup de questions et qui viennent me voir pour s'en poser encore plus et avoir quelques éléments de réponse. C'est qu'on réfléchit toujours à la fertilisation à court terme, c'est-à-dire on sait tous, on met un peu d'ammonitrate au printemps, un peu de lisier, la végétation elle change de couleur, puis en plus maintenant on nous met du soufre dans les ammonitrates, donc en plus ça change la couleur de l'herbe, donc c'est magique, on a l'impression que ça pousse plus, mais pas forcément. Et par contre, ce qu'on ne réfléchit pas, c'est l'impact de la fertilisation à moyen terme. Et c'est là-dessus que je voulais vraiment insister aujourd'hui. C'est qu'au-delà de changer la composition floristique des prairies, ce qui se passe, c'est qu'on joue sur les phénomènes de compétition. Et je ne sais pas quels sont vos degrés de connaissance en écologie, mais vous prenez n'importe quelle espèce dans la nature, vous la mettez dans un joli petit pot chez vous, vous l'arrosez soigneusement, vous lui apportez de l'engrais à géranium, elle va être très bien l'espèce. Ce qui se joue dans une prairie, pourquoi elle change, c'est des phénomènes de compétition entre espèces. Et du coup, ce qui se passe quand on apporte de l'azote sous forme disponible au printemps, que ce soit sous forme d'ammonitrate et de lisier, donc je ne vais pas vous faire un plaidoyer anti-lisier aujourd'hui, mais en tout cas, il va falloir urgentissimement changer de pratique en zone de moyenne montagne, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de faire évoluer notre flore de prairie vers des flores de plus en plus précoces. Voilà. Et ces histoires de précocité, elles sont quand même super importante à travailler avec les agriculteurs. Et là, on ne rentre plus dans de la biodiversité. C'est ce que je dis toujours à mes collègues naturalistes, c'est que quand vous êtes capable de parler de technicité, d'agronomie avec un paysan et que vous lui avez apporté des éléments de réponse à ces problématiques qu'il a sur sa ferme, derrière, vous pouvez parler d'écologie beaucoup plus facilement et le sensibiliser au maintien de ce petit prébois au bout du coteau où il y a des choses magnifiques et où on sait très bien que le problème éventuellement d'une salle de traite mobile, c'est que si on la met au mauvais endroit, voilà, ça peut aussi détruire de jolies pelouses. Donc tout ça, c'est complexe. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a un effondrement de la biodiversité en prairie. Et si je prends l'exemple du Massif central, ce n'est pas du tout forcément voulu par les paysans. C'est juste que, en fait, on fait comme on a toujours fait, qu'il n'y a pas vraiment de réflexion là-dessus. Et pour terminer, ça, je laisserai Sylvain en parler des typologies de prairies. Mais si aujourd'hui, vous le verrez dans le guide prairie, aujourd'hui, une prairie, je veux dire, globalement, moyenne de fauche, 50-60 unités d'azote, ça suffit amplement pour une prairie qui produit ses 3 à 4 tonnes de matière sèche par an avec des coûts de production très faibles. Vous prenez un cahier des charges en AOP moyen,
Je ne parlerai pas de l'AOP comptée aujourd'hui parce que sinon on va tous pleurer. Mais en tout cas, si je prends une AOP moyenne sur le Massif central, cahier des charges 130 unités d'azote. Alors quand vous êtes agronome, vous dites 130 unités d'azote sur de la prairie naturelle en zone de montagne. Du coup, nous on a lancé un observatoire des prairies avec des petits jeunes super motivés qui ont 25 ans qui viennent de reprendre les fermes familiales. Et moi j'arrive avec des gars qui me disent: oh mais mon lisier, oh mais moi non mais c'est la salle de traite, il est super dilué. Moi je fais vraiment de l'extensif. Et en fait, vous faites le bilan, le gars il est à 160 unités d'azote par an. Donc c'est pas très extensif, on va dire. Et ce qui est incroyable, enfin, c'est que là, on est en train d'atteindre un seuil d'effondrement en prairies naturelles sur le Massif central, alors que, en fait, tout le monde aime bien ces prairies naturelles, tout le monde les met en avant, tout le monde a envie que ce soit la base de la production de Saint-Nectaire, de Cantal, et pour autant, on est en train de les détruire, parce qu'en fait, personne ne réfléchit à ce qui se fait en prairies naturelles. C'est comme je leur dis toujours, moi, je sais conduire une voiture, par contre, ne me demandez pas de réparer votre moteur. Bah vous, en fait, c'est la même chose, vous ne savez pas comment fonctionnent vos prairies, et du coup, ça va être compliqué du coup, de les ménager et de faire ce qu'il faut, en tout cas, pour qu'elles aillent bien. Et enfin, je finirai parce que c'est les réflexions qu'on a sur le Massif central. C'est que, vous savez, je fais le lien avec la présentation d'avant, une ferme, normalement, c'est circulaire. Aujourd'hui, on a de plus en plus des fonctionnements linéaires, c'est-à-dire qu'on fait monter des céréales des zones de plaine, et on ne fait jamais redescendre de matière organique en bas, et on en arrive à des saturations en fertilisation en zone de moyenne montagne. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on fait sur le Massif central avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est travailler sur des séparateurs à phase, de refaire descendre de la matière organique, parce que là, on est en train vraiment d'atteindre des seuils d'effondrement. Et je finirai sur ces petites photos. Ça, c'est une prairie en 2017, prairie très fertile, hein, où on voit l'entrée sylvestre, qui est cette espèce blanche. Et ben, quand vous avez des niveaux de fertilité aussi hauts et que vous avez des espèces extrêmement précoces, que vous prenez un gel printanier en 2020, on en a repris un très beau en 2021, et vous rajoutez la sécheresse de 2019, ben, cette prairie, en 3 ans, elle est passée à ça. Il n'a rien fait, hein. Et en plus, c'est un gars qui veut garder sa prairie de fauche. Et si je zoome là-dessus, pour ceux qui font un peu de botanique, vous verrez bien qu'on n'a quasi plus que du brome mou, et que ça, quand vous êtes en zone de moyenne montagne et que votre objectif, c'est de faire de la fauche pour faire du stockage hivernal de fourrage, eh ben, vous êtes un peu dans la merde. Et voilà où on en arrive aujourd'hui. Et pour conclure, je dirais que malheureusement, l'absence de conseils et de réflexion globale fait qu'on est en train d'enfermer les gens par ces excès de fertilisation vers une production printanière. Et donc, on va vers ce que moi j'appelle le système aveyronais, c'est-à-dire finalement des prairies très intensives et une récolte d'herbe au printemps, sauf que dans des conditions climatiques mauvaises, faire de l'ensilage d'herbe à 1200 mètres dans le Massif central, il y a des années ça se passe bien, il y a des années c'est totalement catastrophique et les prairies ne s'en relèvent pas. Et qu'aujourd'hui, il faut vraiment écarter le regard et remettre les prairies naturelles à fleur tardive au cœur des exploitations, parce qu'elles ont des coûts de production défiant toute concurrence, d'autant plus quand on est dans des AOP avec une très bonne valorisation du produit fini.